Donc après cette première petite introduction dans l'art de la gastronomie et des cépages alsaciens, on va passer à un tout autre sujet. On va parler de musique et plus particulièrement du rôle du chef d'orchestre. Alors, je parle ici sous le contrôle de Claire, qui est notre experte en musique, parce que moi, j'y connais rien. Je me suis renseignée exprès sur le sujet. Au niveau des petites informations que je peux vous donner, vous pouvez vous rappeler un peu du champ lexical de la musique. On va parler de mesure, de portée, de temps, d'accent, de choses comme ça. Rien de trop technique, parce que comme je vous le disais, ce n'est pas ma spécialité. Je vais évoquer des rythmes particuliers, donc staccato, legato, fortissimo, crescendo, diminuendo. Ça reste pareil, quelle que soit la langue dans laquelle vous travaillez. Je vais évoquer Jean-Baptiste Lully. C'est un compositeur du XVIIe siècle. Beethoven, Mendelssohn et Wagner, que des personnes connues au bataillon. Quelques chiffres et voilà. Donc, si vous êtes prêts, je vais commencer maintenant. Alors, je ne sais pas si cet été, vous avez vu cette vidéo qui a probablement tourné sur tous les réseaux sociaux des interprètes. C'est une petite vidéo explicative qui décortique le processus de simultané. De mémoire, ce sont deux interprètes américains qu'on voit l'un en simultané, l'un en consécutive, et on a des petits commentaires sur comment fonctionne l'interprétation. Personnellement, j'aime beaucoup les petites vidéos explicatives ou à visée pédagogique, parce que j'ai une mémoire auditive et donc ça me permet d'assimiler assez rapidement des informations diverses et variées pour accompagner un déjeuner quand je n'ai pas forcément envie de regarder les informations. Et donc, après avoir visionné cette vidéo sur la simultanée, j'ai un peu parcouru les autres vidéos qui étaient disponibles sur cette chaîne sur YouTube, qui est Wired, si jamais vous la connaissez. Et ils offrent un contenu vraiment très varié, des choses très techniques, comme par exemple un spécialiste des accents, qui va décortiquer par exemple les accents que prennent les acteurs lorsqu'ils doivent adopter un accent qui n'est pas le leur dans leur langue maternelle. Donc par exemple un acteur britannique qui va devoir prendre un accent américain. Et je suis tombée sur la vidéo dont je vais un peu vous parler aujourd'hui, celle du chef d'orchestre. Pourquoi le chef d'orchestre ? Parce que pour moi, le chef d'orchestre, il a un peu cette image mythique qui est dos au public, qui fait des grands gestes et qui est dans une espèce de transe avec ses musiciens. On a aussi une autre image du chef d'orchestre, celle d'un personnage tyrannique, avec une personnalité très trempée et qui secoue sa baguette dans tous les sens. Donc, j'ai décidé de regarder cette petite vidéo et je vais donc vous raconter un peu ce que j'en ai tiré. Alors tout d'abord, quel est le rôle du chef d'orchestre ? Derrière son pupitre, c'est lui qui va donner la cohérence à un ensemble de musiciens. Il va offrir son interprétation à une pièce. Un peu comme quand vous étiez à l'école et que vous aviez des cours de littérature et votre prof ou le rectorat donnait la façon de comprendre une œuvre. On peut en avoir plusieurs interprétations. Le chef d'orchestre fait son apparition à proprement parler, en fait seulement à la fin de l'époque classique, donc vers le XVIIe siècle. Parce qu'avant, on avait des ensembles de musiciens un peu plus petits, des orchestres de chambre, et ils n'avaient pas besoin de quelqu'un pour assurer la coordination. En général, c'était le premier violon qui donnait le la, et tout le monde se calait sur le premier violon. En plus d'offrir son interprétation, le chef d'orchestre va donner le rythme, et des indications sur la façon de jouer certaines mesures. Par exemple, l'accent, l'intensité, le phrasé, ce genre de détails. Quand on se représente mentalement le chef d'orchestre, on voit donc ce monsieur souvent ventripotent, en train de faire des grands gestes très expressifs. Mais c'est quoi ces gestes à vrai dire ? Chacun de ces gestes sont les mêmes à travers le monde entier. Que vous ayez un chef d'orchestre turc, français, italien, coréen, ce sont les mêmes. Tout le monde apprend les mêmes gestes. Et un des éléments centraux, c'est la distinction entre la main droite et la main gauche. Chacune des mains va donner des informations différentes. La main droite,
elle se concentre uniquement sur le rythme. Et en fonction du mouvement de la main, les musiciens arrivent à savoir quel est le rythme joué. Par exemple, si vous faites un rythme à 2 temps, votre main va monter et descendre, comme si elle rebondissait. Si vous avez un rythme à 3 temps, ça fait une espèce de triangle. Vous savez. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et si vous avez un rythme à 4 temps, ça fait une espèce de pendule. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est Claire qui me corrigera si je me trompe. Donc, voilà. Et c'est très important parce que le rythme qui est donné va donner une indication sur la note à accentuer. Et la note qui est accentuée, c'est la note qui correspond quand la main est en bas. Et c'est pour ça que les chefs d'orchestre en formation passent des heures et des heures jusqu'à avoir des crampes et des tendinites dans le bras pour apprendre ces gestes, parce qu'il faut exactement la bonne amplitude et le bon rythme pour ne pas perdre les musiciens lorsqu'ils suivent ces gestes. Donc voilà pour la main droite. Passons à la main gauche maintenant. La main gauche, elle, va donner toutes les petites nuances ou tous les indices sur la façon d'interpréter la mesure dans laquelle on se situe. Par exemple, si on va jouer en staccato, donc c'est là où des notes vont être prises presque individuellement, on va pouvoir les entendre les unes après les autres, il va avoir des mouvements de main très saccadés, par exemple. Crescendo, sa main va monter progressivement et diminuendo, baisser de manière continue pour signifier une augmentation d'intensité ou une baisse d'intensité, par exemple. Vous vous demandez peut-être pourquoi la main droite bat le rythme et pourquoi la main gauche donne les informations. Eh bien, c'est parce qu'il y a plein de droitiers dans le monde, une majorité de droitiers. Voilà. Dissocier sa main droite de sa main gauche, c'est en fait vraiment très difficile. Vous avez peut-être déjà essayé ce test stupide qu'on a tous fait à l'école primaire, de faire des ronds sur son estomac en même temps que de se taper la tête. Ben voilà, ça vous montre la difficulté que rencontrent parfois les chefs d'orchestre en formation. Dans l'imaginaire du chef d'orchestre, on a aussi cette baguette. Alors parfois elle est toute petite, parfois elle est immense, et on voit le chef d'orchestre fendre l'air avec sa baguette. Alors, baguette ou pas baguette? La baguette est en fait assez récente. Avant, donc à la fin du XVIIe siècle, on n'utilisait que à l'opéra des énormes bâtons avec lesquels on battait le rythme. Et c'était pas du tout pratique, ça faisait beaucoup de bruit, et c'était même dangereux, parce que Jean-Baptiste Lully, le compositeur dont je vous parlais tout à l'heure, dans un coup de colère, s'est tapé l'orteil avec son immense bâton, qui s'est infecté, et il est mort quelques semaines plus tard des suites de son infection. Tout ça parce qu'il s'était tapé avec son bâton sur le pied. Donc voilà, ça c'était en 1687. Et donc c'est que plus tard, au XIXe siècle, avec Beethoven, Mendelssohn et Wagner, les compositeurs qu'on appelle romantiques, que la baguette fait son apparition parce qu'on a des ensembles qui sont beaucoup plus importants en fait. Donc là on a besoin de quelqu'un qui va donner le signal, et aussi on a des partitions qui sont beaucoup plus complexes, donc on a besoin de quelqu'un qui chapeaute tout ça. Aujourd'hui, la plupart des chefs d'orchestre préfèrent jouer sans baguette, mais parfois la configuration des scènes ou des orchestres nécessite l'utilisation d'une baguette à cause de l'éclairage, par exemple. Donc voilà. Au niveau des mouvements, que ce soit avec la baguette ou avec les mains, on peut avoir des mouvements très amples et très fins, très délicats, ou, quand la musique le nécessite, des mouvements très, très saccadés. Ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit dans ce rythme, c'est que pour les chefs d'orchestre, ça peut parfois être très compliqué, même avec beaucoup d'expérience, de battre un rythme régulier. Parce que parfois, ils sont tellement pris dans le moment présent, dans l'atmosphère de la salle, qu'avec l'adrénaline, en fait, leur rythme cardiaque s'accélère et leur perception du temps en est modifiée. Et donc, un chef d'orchestre va parfois avoir l'impression qu'il va battre 120 battements par minute, alors qu'en fait, il va plutôt être à 134. Et ça va fausser le réglage de l'orchestre. Donc, ça fait aussi partie intégrante de la formation des chefs d'orchestre de gérer leur stress, un peu comme nous, finalement. On attend d'un chef d'orchestre qu'il soit charismatique, d'où peut-être cette image qu'on a d'eux
de personnalité très forte, mais qu'ils apportent aussi une interprétation artistique à l'œuvre, parce que si tout le monde avait la même compréhension et la même interprétation d'une pièce musicale, ça ne servirait à rien d'aller à l'opéra à Paris ou d'aller à l'opéra à Strasbourg, par exemple. Voilà. Ce qu'on sait rarement, c'est que les chefs d'orchestre sont très souvent d'abord musiciens avant d'être chefs d'orchestre. En général, c'est plutôt une option de fin de carrière. Donc, très naturellement, leur formation est classique. Ils ont été dans des conservatoires, ils sont maîtres de leur instrument. C'est pour ça qu'on demande aussi aux chefs d'orchestre de connaître parfaitement tous les instruments d'une partition qu'ils vont diriger. Ils doivent être capables soit de chanter, soit de jouer tous les instruments. La partition de tous les instruments, ils ne doivent pas jouer de chacun des instruments. Mais c'est très important pour pouvoir ensuite recréer sa propre interprétation. C'est un peu une sorte de metteur en scène de la pièce musicale. Voilà. Et pour la dernière minute qui me reste, je voudrais parler de la place des femmes dans les orchestres. Comme beaucoup, c'est un métier qui, comme beaucoup de métiers, ça a longtemps été réservé aux hommes. Parce que peut-être justement, on a cette image des hommes très exubérants, avec une forte personnalité qui ne correspond peut-être pas toujours à tort à l'image qu'on peut avoir d'une femme, je ne sais pas. Mais les choses changent. Cette année, c'est une jeune japonaise qui a gagné le plus grand concours de direction d'orchestre au monde, qui s'est tenu en France dimanche dernier. Et de plus en plus de femmes sont à la tête d'orchestres régionaux, même si ça reste encore timide à l'échelle internationale. Donc voilà, sur 744 orchestres recensés dans le monde, seuls 34 avaient une femme à la tête de la direction artistique, c'était en 2016, ce qui représente seulement 4,3% des chefs d'orchestre. Voilà, j'espère que cette petite présentation du métier de chef d'orchestre vous aura intéressé. Et si vous voulez en apprendre plus sur le métier du chef d'orchestre, il y a des très bonnes vidéos sur Arte et sur donc, cette chaîne YouTube Wired. Voilà, merci de votre attention.